Tu sais ce qui me surprend, Glenn? Ce qui me surprend, c'est que les gens soient surpris. Parce que tu vois, j'ai toujours suivi une stratégie très simple, une manière de penser très simple. Je prends au sérieux ce que disent les méchants. Alors, tu vois, Donald Trump, peut-être qu'il n'est pas le théoricien le plus cohérent ou le plus éloquent de l'histoire de l'univers, mais il est entouré de gens qui le sont. Si tu écoutes un jour Peter Thiel parler aux divers seigneurs de la tech qu'il a rassemblés autour de lui, ils ont une vision très claire de l'avenir. Leur avenir, c'est le remplacement de l'État par les entreprises. Ils parlent de villes libres et ils n'entendent pas cela au sens de la liberté des citoyens. Ils parlent de villes appartenant à des entreprises, où les membres du conseil d'administration sont libres de faire ce qu'ils veulent de la ville. Ils sont allés au Honduras, en ont découpé une partie et l'ont transformée en mini-État corporatif. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent convertir nos villes, nos États. Ils veulent convertir Gaza, le Groenland. Demain, ce sera le Canada, peut-être mon pays. Eh bien, mon pays a déjà été pris par les entreprises après 2015. C'est parfaitement cohérent avec leur philosophie politique, très précisément et clairement énoncée. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis surpris que les gens soient surpris. Et vous avez fait allusion au fait que ce n'est pas sans précédent. Maintenant, si l'on regarde l'histoire du colonialisme, elle ne commence pas avec les États, elle commence avec les entreprises. Ce sont la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et la Compagnie britannique des Indes orientales qui ont conquis l'Asie, et des entreprises similaires ont conquis l'Afrique. Les gens disent, et vous l'avez mentionné, « Oh mon Dieu, ils demandent aux gens de contribuer $1 milliard pour être, vous savez, des membres légitimes du Conseil de la paix. » Eh bien, n'est-ce pas ainsi que la Compagnie des Indes orientales a été créée? Des hommes d'affaires se sont réunis dans une sorte de bâtiment au toit de chaume à Londres, à un moment donné en 1589, si ma mémoire est bonne. Et ils ont tous contribué. Ils sont devenus actionnaires. Et pas seulement actionnaires, mais les actions étaient également négociables. Et les voilà partis. Ils ont occupé et pris le contrôle de l'Inde, puis de l'Indonésie, et ensuite de certaines parties de l'Asie du Sud-Est. À un moment donné, la Compagnie des Indes orientales comptait 200 000 soldats sous son commandement. Ce n'est que plus tard qu'elle a été nationalisée, lorsqu'elle a rencontré des difficultés financières, un sauvetage par l'État, ou plutôt un sauvetage par la couronne. Et c'est ainsi que l'Empire britannique, tu vois, a commencé. Voilà donc ce qu'il veut. C'est ce que Peter Thiel et les divers penseurs, technocrates et seigneurs de la tech qui l'entourent imaginent être le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout surprenant. Je vais te dire ce qui est surprenant, enfin, peut-être pas tant que ça, mais quand même, c'est que le reste du monde a suivi. Les Britanniques ont suivi, les Français ont suivi, tous les pays arabes, sans exception, ont suivi. La Turquie, qui soutenait largement le Hamas, a suivi. Le Qatar, qui hébergeait des dirigeants du Hamas sur son sol, a suivi aussi. Et tu avais des pays comme l'Égypte et l'Algérie qui faisaient l'éloge de Donald Trump, le qualifiant d'homme de paix, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y avait les Européens qui pensaient, eh bien, pourquoi cela nous concernerait-il? Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas seulement des Palestiniens. Cela vous concerne aussi. La seule lueur d'espoir que je vois dans ce désastre pour le monde et pour l'humanité, c'est que les centristes, qui, vous savez, réfléchissent un peu, c'est un peu comme la République de Weimar. Hindenburg a remis la chancellerie d'Allemagne à Hitler, pensant pouvoir le contrôler. Et regardez ce qui est arrivé à ces libéraux qui avaient plus peur de la gauche que des nazis. Au final, ils se sont retrouvés dans le même camp de prisonniers qu'eux. Ce n'est donc qu'une infime lueur d'espoir.
La catastrophe, elle, est toujours là. Je pense que c'est un excellent point qui finira par vous concerner aussi. Et je crois que cela a été évident dans le message que Macron a envoyé à Trump, que Trump a ensuite publié, ce message privé, sur Truth Social. Macron lui aurait apparemment écrit « Écoute, nous sommes totalement avec toi. Tu fais de grandes choses en Syrie et en Iran. Nous sommes complètement à tes côtés. Mais laisse simplement le Groenland tranquille. » Cette idée que si nous l'encourageons, le soutenons, peu importe ce qu'il fait ailleurs dans le monde, alors peut-être qu'il nous laissera tranquilles, me semble dangereuse. Nous ne faisons que nourrir et renforcer ce monstre qui, comme tu l'as dit, finira par nous échapper. Mais qu'est-ce que cela signifie pour... Enfin, j'allais demander comment vous pensez que Wall Street, le complexe militaro-industriel et les grandes entreprises technologiques réagiraient à une telle chose, s'ils la soutiendraient. Mais dans l'ensemble, il existe une tendance du capitalisme à concentrer la richesse au point que la démocratie ne puisse plus fonctionner. Je veux dire, ce ne sont pas seulement les opposants au capitalisme qu'ils disent, mais même des capitalistes libéraux, des classiques comme David Ricardo, ont souligné ce point dans leurs travaux, qu'à chaque nouvelle innovation technologique, le capitalisme concentrerait davantage de pouvoir dans le capital plutôt que dans le travail, et que cela fausserait toute la relation. Donc voyez-vous cela dans ce contexte où les entreprises commenceraient désormais à remplacer des nations entières. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, les entreprises ont amorcé le processus de l'impérialisme. Et vous savez, le militarisme, le corporatisme et l'impérialisme allaient de pair. À un certain moment, lorsque les entreprises, tout comme Wall Street qui s'est effondrée en 2008, ont été en quelque sorte nationalisées, en quelque sorte renflouées, leurs pertes ont été transférées à l'État. C'est exactement ce qui s'est passé il y a des décennies. Et maintenant qu'elles se sont relevées, elles reprennent à nouveau le contrôle des États. Donc vous me demandez, quelle sera la réaction du complexe militaro-industriel, des grandes entreprises technologiques et de Wall Street? Eh bien, laissez-moi répondre point par point. Ceux qui s'en réjouissent, ce sont les géants de la technologie. Parce que vous savez, j'ai écrit il y a quelques années un livre intitulé « Techno-féodalisme », dans lequel je soutiens qu'une nouvelle forme de capital est apparue, vivant dans nos téléphones. On appelle cela le capital du cloud. Il ne produit rien d'autre que le pouvoir de contrôler directement nos esprits et par ce biais d'accumuler certaines formes de rente dans les poches des grandes entreprises technologiques. Au cours des dernières années, surtout après la guerre en Ukraine et le génocide à Gaza, ce capital du cloud a fusionné avec le complexe militaro-industriel, car nous disposons désormais de drones autonomes dotés d'IA. Nous avons des logiciels de Palantir qui fonctionnent sur les serveurs d'Amazon Web Services, de Google et de Microsoft. Ces programmes ont été entraînés à Gaza, ils sont en cours d'entraînement en Ukraine. Et ensuite, le résultat de cet entraînement, c'est un logiciel vendu par exemple au National Health Service en Grande-Bretagne. Ainsi, vous avez la privatisation du service national de santé par le capital numérique américain, formé sur les champs de bataille de Gaza. Comme je l'ai dit, les géants de la tech adorent cela. Et c'est pourquoi des gens comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, voire Elon Musk, qui n'aimaient pas, voire méprisaient Donald Trump, se sont désormais ralliés à lui. Ils le traitent, le considèrent comme leur grand bienfaiteur. Et il y a une autre dimension qui explique l'enthousiasme des géants de la tech pour Donald Trump, le Genius Act d'avril dernier, qu'il a fait adopter par le Sénat et la Chambre des représentants. En substance, il légitime la privatisation du dollar par le biais des grandes entreprises technologiques, à travers des sociétés comme Tether.
Et maintenant, vous savez, Google, Apple et d'autres vont émettre leurs propres stablecoins. Ce sont des crypto-monnaies, mais elles n'ont rien à voir avec le Bitcoin. Disons que le Bitcoin est un peu anarchique. Non, celles-ci sont des crypto-monnaies libellées en dollars américains. Et en somme, nous revenons au 19e siècle, lorsque les banques privées avaient la capacité de frapper des dollars. Une capacité qui a fini par être reprise et monopolisée par la Réserve fédérale. Et la Fed s'est fait couper les ailes. Donc les géants de la tech adorent tout cela. Ils adorent le bal des voleurs. Ils adorent ce qui se passe en Palestine. Il adore ce qui se passe avec les stablecoins et la privatisation du dollar. Le complexe militaro-industriel, lui, est un peu plus inquiet. Je veux dire, ils aiment la guerre, ils aiment ces interventions. Ils aiment le fait qu'ils vendent d'énormes quantités d'armes à l'Ukraine avec l'argent européen. Et plus récemment, que l'Israël dévore leurs bombes de 10 000 et 20 000 livres comme des confettis. Ils adorent ça. Mais ils s'inquiètent un peu que des entreprises comme Palantir, les grandes entreprises technologiques, les machines de guerre techno-féodales, comme je les appelle, soient en quelque sorte en train de leur faire concurrence. Ils sont un peu inquiets à ce sujet. Mais je pense que l'un des trois conglomérats que vous avez mentionnés dans votre question, à savoir Wall Street, est celui qui se montre le plus inquiet à propos de Donald Trump. Et ils s'inquiètent parce que, comme je l'ai dit, avec le Genius Act, ils s'attaquent en quelque sorte à leur rente financière au profit des grandes entreprises technologiques, de Tether, des stablecoins, et ainsi de suite. Ils essaieront de les rejoindre. JP Morgan, par exemple, est sur le point d'émettre son propre stablecoin, mais il reste inquiet. Donc, quand vous voyez que Donald Trump se bat pour savoir, vous savez qui va contrôler la Fed. Il essaye de couper les ailes du président de la Fed et aussi de limiter les pouvoirs de la Fed par le biais de lois comme le Genius Act. Cela s'explique par le fait que la Fed appartient aux grandes banques, les banques de Wall Street, et qu'elles ne veulent pas avoir à rivaliser avec la Silicon Valley, avec la côte ouest. Donc, mais néanmoins, il est clair pour moi qu'au moins jusqu'à présent, Donald Trump parvient à dominer ces trois forces. Wall Street, les grandes entreprises technologiques et le complexe militaro-industriel. Et ils soutiennent ce qu'il fait avec le Conseil de la paix et la dissolution, en somme, des Nations unies, transformant les Nations unies en pratique en ce que fut la Société des Nations, une coquille vide.